Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un livre assez fascinant, La Lune, clé de la Bible, de Jean Sandy. Oui, un ouvrage qui bouscule pas mal d'idées reçues. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée centrale de Sandy, elle est audacieuse. Il dit, en gros, que si on lit la Bible en hébreu original, le mot Elohim, Mhm. eh bien, ça ne désignerait pas un Dieu unique, mais plutôt des êtres pluriels, concrets. Il les appelle les célestes. Exactement, des célestes venus d'ailleurs qui auraient, selon lui, influencé la Terre préhistorique. C'est ça. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu ses arguments, voir comment il construit cette thèse pour le moins étonnante. Tout à fait. Sandy insiste beaucoup sur ce point de traduction. Elohim, c'est un pluriel. Et le traduire par Dieu au singulier, c'est une simplification plus tardive. D'accord. Pour lui, ce pluriel désigne sans ambiguïté ses visiteurs, ses cosmonautes, si on veut. Il fait le lien entre leur arrivée supposée, il y a plus de 20 000 ans, dit-il, Ah oui, quand même. et l'apparition assez soudaine des premières grandes civilisations vers moins 8000. Ce qu'il appelle une explosion novatrice. Et il connecte ça aussi aux mythes qu'on retrouve un peu partout, d'êtres venus du ciel, c'est ça. Voilà, exactement, les mythes universels. Pour lui, ça fait partie du puzzle. Mais alors, comment il justifie une hypothèse pareille face aux explications plus classiques, Il la présente comme la seule explication rationnelle. C'est ça qui est intéressant. rationnelles? Oui, il écarte ce qu'il appelle le pur hasard, la révélation divine au sens traditionnel, ou même l'idée que les civilisations seraient apparues comme ça, spontanément. D'accord. Pour Sandy, l'intervention de ces célestes, c'est la déduction logique la plus cohérente face aux énigmes archéologiques, textuelles. C'est une tentative presque scientifique d'expliquer tout ça. Hmm. Logique, scientifique, d'accord. Mais si ces célestes étaient des êtres concrets, venus d'ailleurs, ils avaient besoin d'une base, non? C'est là que la Lune intervient? Exactement, c'est le point clé. La Lune, pour Sandy, c'est une sorte de base arrière. Il utilise l'image d'Orly cosmonautique. Un aéroport spatial, en gros. C'est ça. Et son argument principal est physique. Il parle de la vitesse de libération. Ah oui, l'énergie qu'il faut pour échapper à l'attraction. Voilà, elle est beaucoup, beaucoup plus faible sur la Lune que sur Terre. Donc pour repartir de la Lune, ça demanderait beaucoup moins d'énergie, moins de ressources. C'est un choix logique pour une base spatiale. D'accord, l'argument technique se tient. Mais il va plus loin, il me semble, avec cette histoire de la face qu'on voit toujours. Oui, la rotation obligée ou synchrone. Pourquoi la Lune nous montre toujours la même face? Un mystère pour beaucoup. Et lui, il a une réponse. Il suggère une stabilisation artificielle, créée par les célestes eux-mêmes, Ah, carrément. Et pourquoi faire? pour maintenir un contact radio constant, une surveillance de la Terre, surtout, dit-il, pendant la période de remise en ordre après la dernière glaciation, le Wurm 3. Il supervisait en quelque sorte. Il prend un fait astronomique et hop, il l'intègre à son récit. C'est malin ou audacieux. Très audacieux. Et il insiste sur le fait que son hypothèse était stable, falsifiable, comme on dit en science. C'est-à-dire? Easy. Si on explore la Lune et qu'on trouve des traces, des ruines, des artefacts, des casemates, eh bien ça valide mon idée. Si on ne trouve rien, Ça n'en a valide. voilà, c'est ça. Simple. Il propose même des zones. La face visible, logique pour communiquer avec la Terre, et la face cachée, idéale pour un observatoire ou même un cosmodrome plus discret. Il se voit vraiment comme un logicien qui attend la preuve par l'expérimentation. D'accord. Donc on a ces êtres, les Elohim célestes, une base lunaire potentielle. Comment il applique ça concrètement au texte biblique, la Genèse par exemple? Sa lecture est radicale, oui. Pour lui, Genèse chapitre 1, ce n'est pas la création de l'univers. Pas du tout. Ah bon? Mais alors c'est quoi? C'est la terraformation de la Terre, la remise en état de la planète par les Elohim après la fin de la glaciation Wurm 3. Terraformation, c'est-à-dire, il y interprète les étapes décrites disséminées. La lumière qui apparaît, c'est la dispersion des nuages épais qui couvraient tout, la séparation des eaux, le rassemblement des terres, la réapparition des plantes. Tout ça, c'est l'action organisée des célestes pour rendre la Terre de nouveau habitable. C'est une réinterprétation totale. Et d'autres passages connus, la tour de Babel par exemple. Il y voit une tentative des descendants de Noé, qu'il relie aussi aux célestes d'ailleurs, de construire un engin spatial. Un engin spatial. La tour de Babel. Oui, pour rejoindre l'arc d'alliance laissé dans la nue. Il interprète ça comme une possible station orbitale ou une trace laissée par les célestes. Et cette tentative aurait été stoppée net par les Elohim eux-mêmes. Pourquoi?
parce qu'ils ne voulaient pas que des primitifs, même leurs descendants lointains, accèdent trop tôt à leur technologie spatiale. C'est toujours cette logique de contrôle. Et il applique ça à d'autres figures historiques? Abraham, Moïse? Oui, brièvement. Pour lui, leurs révélations ou les voix qu'ils entendent, ce sont en fait des redécouvertes, peut-être via des appareils laissés derrière, de fragments de l'enseignement des célestes. D'accord. C'est vraiment une grille de lecture complète qu'il propose. Est-ce qu'il cherche d'autres indices en dehors de la Bible? Oui, il mentionne deux autres pistes. D'abord, la Kabbale. La tradition mystique juive? Oui, il pense qu'elle est plus ancienne que la révélation du Sinaï et qu'elle aurait conservé des fragments de cet enseignement originel des Célestes. Et puis, il y a la langue hébraïque elle-même. La langue, comment ça? Il trouve l'hébreu ancien unique, presque immuable. Il parle de la structure numérique des lettres, la guématria. Ah oui, où chaque lettre a une valeur. C'est ça, et aussi du fait que la langue aurait peu évolué par rapport à d'autres. Pour lui, ce sont des signes d'une origine spéciale. Peut-être pas humaine, ou du moins préservée de façon extraordinaire, guidée. Bon, si on résume, Sandy essaye de construire un grand récit rationnel qui expliquerait tout d'un coup des anomalies scientifiques, comme la rotation de la Lune, une lecture littérale de l'hébreu biblique, avec les Elohim pluriels et les mystères des origines, des mythes. C'est tout à fait ça. Une explication unifiée. Il propose une sorte de troisième voie, en fait. Ni la foi religieuse classique, ni le scepticisme matérialiste pur et dur. Une hypothèse logique basée sur des indices qui l'assemblent. Exactement. Et il insiste, c'est une hypothèse. Il se compare un peu à Leverrier, l'astronome qui avait prédit Neptune par le calcul avant de la voir. D'accord, il attendait la confirmation. Il attendait, oui, que l'exploration de la Lune, qui commençait à son époque, vienne confirmer ou infirmer ses idées. C'était ça, son test ultime. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu pour réfléchir. C'est directement inspiré par sa démarche, finalement. Imaginons, juste un instant, demain on annonce qu'on a trouvé sur la Lune des preuves solides, irréfutables, d'une présence technologique, très ancienne. Ah oui. Quelles seraient les conséquences G? Comment ça changerait notre vision de l'histoire? Des textes comme la Bible, et même de notre place dans l'univers. Est-ce que la science-fiction deviendrait de l'histoire? C'est vertigineux comme pensée. Ça remettrait absolument tout en question. Voilà de quoi méditer, effectivement.